Le ski français touche à 15 jours des championnats du monde. Luc Alphand a remporté aujourd'hui les 2 descentes sur la piste mythique de Kitzbühel et Florence Masnada a gagné le Super G de Garmisch. En Coupe de France de football, les Verts de Saint-Etienne sortis cet après-midi par Montpellier 2-0 dans la Coupe de l'América. Première régate cette nuit pour France 2-3, le voilier barré par Marc Pajon. Alors que le pape Jean-Paul II fait un triomphe aux Philippines, en France, les réactions indignées se multiplient après la révocation de Monseigneur Gaillot par le Vatican. Dernier titre, la course à l'Elysée avec la convention présidentielle du Front National et les états d'âme des militants RPR après la rupture Chirac-Pasqua. Madame, Monsieur, bonsoir. Alphand la bise. Luc Alphand a réalisé un réel exploit historique aujourd'hui en remportant 2 fois dans la même journée les 2 descentes de la piste de Kitzbühel, l'épreuve reine de la coupe de ski alpin. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Florence Masnada a remporté aujourd'hui également la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde, et cela dans le Super G de Garmisch. 2 résultats de bon augure à 2 semaines des championnats du monde. Philippe Visseras. Luc Alphand n'était jamais monté aussi haut sur un podium. Aujourd'hui, ce bonheur-là compte double, 2 victoires dans la même journée. Ce matin, au départ de la première descente, le skieur de Serre Chevalier n'est qu'un outsider. On se méfie de lui, on sait qu'il a progressé, mais quand même, on est sur la Strafe, la piste la plus difficile du monde. Les favoris sont autrichiens, mais à l'arrivée, surprise. J'étais tellement content à l'intérieur de moi-même que je me suis dit mais jamais je vais pouvoir partir une deuxième fois. Et là c'était pas, j'ai essayé de me mettre le plus au calme possible. Et là je crois que mon expérience, parce que c'est déjà un moment que je suis là, mon expérience a un peu servi. Je crois que je suis resté, j'ai essayé à la deuxième course de ne pas me prendre pour un autre et d'essayer de skier comme je sais faire, mais pas plus. 2 heures plus tard, Alphand n'est plus un outsider, mais un favori. Il va encore plus vite que la première fois. À 29 ans, ces 2 victoires sont exceptionnelles, surtout sur cette piste-là. Kitzbühel est intraitable, l'Italien Pietro Vitalini en sait quelque chose. Il se relèvera et terminera même 5e de la 2e descente. Grande première pour Luc Alphand, grande première pour Florence Masnada, quelques centaines de kilomètres plus loin. La Française coiffe sur le fil les favorites de ce Super G. Décidément, une journée inoubliable pour le ski français. Aux Philippines, pays à 90% catholique, le seul où l'Église est un pouvoir réel en Asie, Jean-Paul II a vécu une véritable journée de folie au milieu de fidèles aussi fervents que déchaînés. Reportage de notre envoyé spécial Alain de Chalvon. Il l'attendait depuis des heures, parfois depuis 24 heures. Et enfin, il arriva. Ils étaient 1 million et demi, peut-être plus. Et ils ne furent pas déçus. Jean-Paul II leur joua même Charlot. Et là commença le spectacle pour le pape. Sous une croix tout juste montée, on dansa. Tous les types de folklore du monde, de ce monde représenté ici à Manille, symbole de l'universalité de l'Église. On joue aussi à dénoncer les méfaits de notre société matérialiste, la drogue, l'argent. Tout cela devant un Jean-Paul II visiblement ravi. Aussi ravi que le public. Dans ce public, 350 jeunes Français, conduits par 2 cardinaux, sont venus tout spécialement à leurs frais de toutes les régions de France. Ils se sont levés à 6 heures pour prendre leur place dans le parc à 8 heures, jusqu'à demain 15 heures. Je suis prête à passer la nuit, en espérant que ça se couvre un peu pour qu'il fasse moins chaud. Vraiment tous les boyaux un peu. Hein? Sacré. Non mais ça va passer, ça va mieux là. Et oui, il faut parfois souffrir pour faire partie de la fête au milieu de cette multitude. Mais ce soir, ni la malade ni l'infirmière n'ont regretté le voyage. C'est un petit peu le Woodstock des chrétiens, une gigantesque fête de 24 heures mêlant spectacle, prière et star system. Car c'est Jean-Paul II, superstar ici à Manille. C'est sur son nom que sont venus ces jeunes du monde entier. C'est lui qu'ils sont venus voir. Et lui-même
retrouvent visiblement une nouvelle jeunesse à leur contact. Depuis jeudi, Monseigneur Jacques Gaillot est évêque titulaire de Parthenia, un diocèse mauritanien qui a disparu depuis belle lurette, en quelque sorte au placard. Au Vatican, où on dit in partibus infidelium, Jacques Gaillot conserve son rang d'évêque et il a droit à une pension. De très nombreuses associations dénoncent l'action des conservateurs de l'Église qui ont en quelque sorte cherché des crosses à l'évêque, et de nombreux catholiques s'indignent et craignent un nouveau recul de la pratique religieuse, notamment chez les jeunes. Cette révocation de Monseigneur Gaillot par le Vatican embarrasse manifestement de très nombreux évêques français. Tout de suite le point avec Marie-Hélène Bonneau. L'affaire Gaillot dépasse le diocèse d'Évreux. C'est tout le clergé français qui est ce soir dans l'embarras. L'éviction de l'évêque suscite l'incompréhension. Remous jusqu'à Manille où Monseigneur Lustiger accompagne le pape. Pour lui, il y a échec. C'est une peine profonde de voir un homme qui a donné sa vie à l'Église, au Christ, et qui semble comme isolé au milieu de ses propres vues. Car le problème, ce n'est pas la sanction de l'Église. La décision qui est prise à Rome ne fait que constater l'échec de 15 années presque de discussion, de dialogue, d'échange, de tentatives pour aider un homme à ne pas mener sa barque à sa façon, indépendamment de la mission qui fait que nous sommes dans la barque de Pierre. L'évêque d'Amiens, lui, se dit choqué par cette décision incompatible avec l'esprit de l'Évangile. Il ne comprend pas le manque d'ouverture de l'Église. Personne ne peut prétendre dire toujours exactement ce qu'il faut et ce qui est le mieux, mais je pense qu'on ne fait pas grandir la vérité en faisant taire ceux qui la cherchent. Même incompréhension pour l'archevêque de Marseille, Monseigneur Robert Coffy. Il déplore cette décision brutale car pour lui, Jacques Gaillot n'a pas eu de phrase contraire à la doctrine chrétienne. Pour d'autres, comme l'évêque de Besançon, cette affaire risque de causer une fracture au sein de l'Église. J'aurais souhaité, moi, qu'on patiente davantage. J'ai eu l'occasion d'en parler il n'y a pas très longtemps avec Monseigneur Gaillot, en lui disant fais attention à la façon dont tu te situes, tu n'engages pas que toi. Et c'est sûr que dans l'Église, hors de l'Église, l'image qui est donnée de cette crise, c'est une image négative pour l'Église. Malgré son isolement dans l'épiscopat français, Jacques Gaillot a reçu aujourd'hui le soutien de nombreux évêques. Beaucoup regrettent la sévérité de la sanction du pape. À Évreux, le choc est douloureux. Les diacres du diocèse font circuler une pétition pour demander la réintégration de l'évêque. Demain, des manifestations de soutien à Jacques Gaillot doivent se dérouler dans plusieurs villes de France. La plus importante, bien sûr, est attendue à Évreux. Les mal logés parisiens de la rue du Dragon font des émules, notamment à Étampes ou encore à Amiens, où l'association Droit au logement a réquisitionné aujourd'hui en force une ancienne clinique inoccupée depuis maintenant 3 ans. Reportage Florence Bouquilla, Patrick de Mechmacher. Une réquisition à l'initiative de l'association Droit au logement, ça se passe comme ça. Le service d'ordre, vous coupez la route. Hop. Application de la réquisition. Application de la réquisition. Cette ancienne clinique d'Amiens était inoccupée et murée depuis 3 ans. Mais à Amiens comme ailleurs, les mal logés et sans-abri se comptent par milliers. Dynamisé par son succès rue du Dragon à Paris, Droit au logement entend faire appliquer de gré ou de force la loi de réquisition des immeubles vides. Quand on pense qu'il y a des sociétés qui ont des logements immenses, en bon état, fermés, et qu'il y a 6000 demandes de logements sociaux sur Amiens et 600 personnes qui sont en logement précaire, on ne peut pas continuer comme ça. On va les ouvrir de toute façon. 8 familles, 40 personnes, dont 25 enfants, ont trouvé ce soir un véritable toit. Combien c'est qui vous avez pu réserver de pièces? 3 pièces, 3 grandes pièces. 3 grandes pièces. Ouais. Vous avez une cuisine? Oui, une cuisine à proximité, des sanitaires. La famille Sabé a vécu 1 semaine dehors et 4 mois dans une seule pièce avec 6 enfants scolarisés. Je suis contente si ça pouvait se réaliser définitivement, oui. Vous avez peur qu'on vous expulse d'ici? Je ne dirais pas non, j'ai peur. Reste maintenant à installer matelas, chaises, tables, l'eau, l'électricité et le chauffage, et à organiser une surveillance vigilante pour éviter tout risque d'expulsion.
Quelques 2000 délégués du Front National sont réunis ce week-end à Tours pour une convention présidentielle, sorte de coup d'envoi de la campagne de Jean-Marie Le Pen. Au centre des conversations, la candidature rivale de Philippe de Villiers que les militants du Front National accusent en quelque sorte d'avoir volé leur programme. Sur place pour France 2, Agnès Molinier, Hervé Pozzo. J'ai fait les vendanges dans le Vouvray quand j'étais étudiant. Alors ça me rappelle de bons souvenirs. Et oui, Jacques Colombier n'a pas toujours été un cadre du Front National. Mais aujourd'hui, après 20 ans de militantisme, il est devenu conseiller municipal de Bordeaux et conseiller régional d'Aquitaine. Il est de tous les combats et pour la présidentielle, ne lui parlez surtout pas d'un autre candidat que Jean-Marie Le Pen. Vous allez encore me parler du vicomte ou du comte ou du marquis de Villiers. Non, je crois que je ne veux pas perdre mon temps sur ce candidat qui est un ersatz de la droite nationale. Marie-Thérèse Castel, elle, est venue pour participer à la commission sur les valeurs morales. Militante de la première heure, elle se passionne pour la famille et trouve dans ce domaine Philippe de Villiers un peu timide. Moi, je suis profondément contre l'avortement parce que j'estime que c'est un crime. L'enfant est un être humain dès sa naissance. Et je pense que si M. de Villiers reste avec les gens qui ont fait passer toutes ces lois, eh bien, c'est qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous. C'est surtout pour un homme que Jeannine Demory est là. Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui au chômage, cette ancienne dactylo de la région parisienne pense qu'il est le mieux placé pour la représenter à l'élection présidentielle. Philippe de Villiers a un électorat beaucoup plus bourgeois, disons. Les 2000 délégués du Front National présents ce week-end à Tours n'auront qu'un mot d'ordre pour la campagne. Philippe de Villiers appartient à la majorité, seul Jean-Marie Le Pen incarne vraiment leurs idées. Charles Pasqua était aujourd'hui à Ajaccio pour une journée de rencontres et d'entretiens plus ou moins discrets sur le problème de l'insécurité en Corse, insécurité aggravée ces derniers temps par de graves dissensions entre les différents courants nationalistes. Lors de la conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a bien évidemment été interrogé sur son ralliement à la candidature Balladur. Sur place pour France 2, Jeff Wittenberg, Bernie Merriot. Alors, qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Ça vous brûle les lèvres depuis un moment. Alors faites votre métier. Et oui, Charles Pasqua a fini par répondre à la question que chacun voulait lui poser. Pourquoi s'est-il rallié à Édouard Balladur? L'engagement, c'est au service des idées. Ce n'est pas au service des hommes. Je veux dire par là qu'à tel ou tel moment, on choisit l'homme qui paraît le plus apte à permettre à ses idées de triompher. On a donc vu aujourd'hui l'homme politique engagé, mais aussi le ministre garant de l'ordre public. Un ministre avec du pain sur la planche ici en Corse, 3 nouveaux meurtres en une semaine, 5 attentats pour la seule nuit d'hier. Charles Pasqua, une fois encore, a promis un renforcement des mesures de sécurité, sans oublier de dialoguer avec les divers mouvements autonomistes corses. Malgré tout, la politique l'a emporté sur les considérations locales. Demain, dans le journal du dimanche, Charles Pasqua annoncera qu'il veut maintenir coûte que coûte l'existence du RPR, un mouvement gaulliste sur lequel il compte bien garder son influence. Ouais. Au revoir, portez-vous bien. Tous les sondages le confirment, Charles Pasqua est très populaire au sein de l'électorat. RPR est davantage encore dans le cœur des militants gaullistes. Comment ceux-ci et celles-ci vivent le divorce Chirac-Pasqua? Reportage de Benoît Gadret et de Dominique Van Est, nos correspondants dans le Nord, une fédération RPR nettement chiracienne. C'est comme un garnement qui quitte sa famille. Charles Pasqua, il aurait dû rester au sein de sa famille. Ben oui, mais sa famille de Chirac. Le dépit des militantes RPR du Nord. Au sein de cette fédération, la deuxième de France, le couple Pasqua-Chirac, parce qu'il incarnait la tradition du gaullisme populaire, séduisait la base, d'où la déception des adhérentes. Peut-être pas trahison, il ne faut pas aller jusque-là, mais je trouve que c'est pas bien. Je le vis pas bien. Tristesse mêlée de troubles pour certaines militantes, où l'on mesure l'impact de Charles Pasqua sur les troupes du RPR. Je suis quand même très étonnée de la position de Pasqua, d'autant plus que j'aime beaucoup Charles Pasqua. Si on se met à la place de Charles Pasqua, peut-être qu'aussi il a fait un choix, entre guillemets, comme tu dis, de raison d'État, parce qu'apparemment, c'est vrai que d'après les sondages, c'est Balladur le mieux placé. Mais viscéralement, c'est Jacques Chirac. Chez nous, c'est bien simple, on va coller Balladur et Chirac. Et puis on va tracter Balladur et Chirac. Moi, je voterai Chirac, mais je tracterai aussi pour Balladur. La fracture, elle n'est pas à notre niveau. Il faut arrêter de dire aux militants, entendez-vous, entendez-vous, parce que nous, on s'entend très bien.
Dans cette période de trouble, à Lille, les militantes seraient tentées d'en appeler à un certain Charles de Gaulle, né à quelques centaines de mètres d'ici. Environ 1500 passagers ont passé leur samedi à Orly, bien malgré eux. Aucun des 8 vols prévus par la compagnie EAS n'a en effet décollé vers la province ou encore vers l'étranger. Les salariés sont en grève depuis vendredi suite à l'annonce par la direction de cette compagnie d'un plan social prévoyant la suppression de 300 emplois sur les 550 que compte cette compagnie. D'autre part, aucun salaire n'a été versé en décembre et une très sérieuse menace de dépôt de bilan ajoute à l'inquiétude du personnel dont les syndicats appellent à continuer le mouvement de grève. À l'étranger, après un mois de combats particulièrement sanglants en Tchétchénie, la chute de la capitale, Grozny, semble désormais inéluctable. Les Tchétchènes opposent une résistance acharnée autour du palais présidentiel, dont la prise par les Russes sera bien évidemment lourde de symboles. Stéphane Magnier. Un sinistre Luna Park. C'est tout ce qui reste de Grozny, un mois après la première offensive. Les Russes ne prendront que des ruines. Quand? Moscou affirme que c'est l'affaire d'une semaine, que les combats se déroulent à l'intérieur même du palais présidentiel. Mais comment vérifier? Lorsqu'une équipe de journalistes s'approche du centre-ville, voilà ce à quoi elle s'expose. L'obus est tombé à 20 mètres, sur leur voiture, tuant net leur chauffeur tchétchène. Eux n'ont eu que la peur au ventre. En face, ceux qui font leur métier, le sale boulot. Tirer sur des gens que l'on ne voit pas, planqués dans des arrière-cours et avancer mètre par mètre, maison par maison, enfourbissant son matériel. Contrairement à ce qu'affirment leurs supérieurs, ces hommes-là meurent aussi et ne contrôlent pas encore le centre-ville. La vérification du soir a encore une fois démenti le communiqué victorieux du matin. Grozny n'en finit pas d'agoniser, de résister et d'entraîner dans sa spirale infernale le pouvoir obtus de Yeltsin. Confusion aujourd'hui à Sarajevo. Théoriquement, les routes menant à la capitale bosniaque devaient en effet être réouvertes ce matin au convoi acheminant l'aide humanitaire. En fait, il semble que seule la route contrôlée par les Serbes ait été ouverte. Les routiers désirant emprunter la route en territoire musulman ont attendu en vain l'autorisation de quitter cette ville assiégée. Ce contretemps ne doit pas faire oublier que la trêve est respectée depuis maintenant plusieurs semaines à Sarajevo, où les jeunes enfants ont eu en quelque sorte vécu un Noël en différé, et cela grâce à la générosité d'un officier français de la Fort-Pronu. Cette année, à Sarajevo, le Père Noël était un peu en retard, et à la place de la houppelande rouge, il portait un casque bleu. Reportage de nos envoyés spéciaux en Bosnie, Jérôme Bonny, Philippe Turpot. Le Père Noël est arrivé un peu tard pour ces enfants de Sarajevo, mais cela ne retire rien à leur joie. Ce Père Noël, c'est un para du 9e RCP basé près de l'aéroport, le capitaine Berjugin, officier des transmissions, mais aussi radio-amateur. Tango 99, Sierra Alpha Romeo, Christian, Sarajevo à votre écoute. Je crois peut-être vous êtes dans l'armée à Sarajevo. Dès qu'il a un peu de temps, le capitaine Berjugin établit le contact avec tous les gars du monde, comme disent les radio-amateurs, dans le cadre de l'opération Espoir 95, lancée par son régiment. Vous êtes au sein de l'un des bataillons français présents actuellement sur Sarajevo. Voilà. Bataillon qui, à l'occasion donc de ces fêtes de fin d'année, organise une petite action humanitaire au profit des enfants. Et nous avons pensé y associer bien tous les radioamateurs du monde entier. Et par leur intermédiaire, bien faire remonter tout un flux de courriers, d'espoir et d'amitié en direction des enfants ici sur Sarajevo. 300 colis sont déjà arrivés au 9e RCP qui en attend 1000 autres. Ils viennent de France, d'Irlande, de Tahiti ou d'ailleurs, pour des enfants dont l'école est à 300 mètres des lignes serbes. Installés par les casques bleus au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, protégés par des plaques de béton contre les tireurs isolés. La curiosité est un vilain défaut, mais ça fait tellement plaisir. Je suis très heureux de mettre un sourire sur la bouille des enfants pendant une demi-journée.
Leur sourire, c'est la solidarité des radios amateurs, mais aussi l'espoir que le cessez-le-feu, respecté depuis maintenant 15 jours, va durer encore longtemps et que ces enfants pourront bientôt reprendre une scolarité à peu près normale. Sans transition, retour au sport avec tout d'abord le début des 32e de finale de la Coupe de France de football, avec l'entrée en lice des clubs de première division. Match choc cet après-midi que vous avez pu suivre en direct sur France 2 entre deux clubs de D1. Montpellier a sorti les Stéphanois 2-0. Premier but de la tête du défenseur Jérôme Bonicel à la 38e minute. Et 20 minutes plus tard, vous allez le voir, Christophe Pérez, admirablement servi par Fabrice Divert, a scellé la victoire des Montpelliérains, finalistes, rappelons-le, de cette compétition, la Coupe de France, l'an passé. Voilà, vous découvrez sur ce panneau les résultats des autres matchs joués aujourd'hui. Les qualifiés sont en rouge. Je vous laisse 10 secondes pour noter les résultats de votre équipe favorite. En baie de San Diego, en Californie, Marc Pajot se lance aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, à la conquête de la Coupe de l'América. À la barre du voilier France 2-3, il va tout d'abord affronter l'équipage australien de Sydney 95. Première régate, je vous le disais, cette nuit, en raison du décalage horaire, bien sûr. Tout de suite, les tout derniers préparatifs en compagnie de notre envoyé spécial, Jean Mamère. Cela n'a pas commencé que déjà des intrus viennent espionner. Espions vite renvoyés, ce n'est pas le jour de visite. En ce matin de régates inaugurales, l'atmosphère se veut comme celle des autres matins. Il règne cependant une certaine fébrilité. La concentration de quelques-uns, comme Bertrand Passé, contraste avec l'apparente décontraction des autres. Chacun effectue ses gestes 1000 fois répétés. Voile, électronique, tout est revu et préparé. Pourtant cette fois, c'est pour la bonne. Affronter les Australiens de Sydney 95 en ouverture de la 29e Coupe de l'América. Voilà qui doit un peu vous angoisser. C'est pas du stress, je crois. On est tendu parce qu'on est hyper concentré, mais c'est pas de l'appréhension. Aucun a priori, rien du tout, on y va. Et bon, on est là pour gagner et puis bon, on y va. C'est notre travail, donc on est là pour ça et donc on attend ce moment depuis très très longtemps. On est là avec un équipage très motivé, je suis moi-même prêt et libéré d'être sur l'eau. Enfin, il était temps là, ça fait 2 ans qu'on attend ça, tout va bien. Et oui, 2 ans, 3 ans même pour certains qu'ils se préparent pour ce grand jour. Ils auront au minimum 24 régates à disputer avant de se qualifier, espérons-le, pour les demi-finales. 33 km de mer quotidien sur France 2-3. Voilà, la campagne de la Coupe de l'América 1995 est définitivement commencée. Même le temps s'y est associé. Pour Marc Pajot et tous ses équipiers maintenant, les dés sont jetés. Et maintenant le dicton du jour, à la Sainte-Nina, vive les nanas. La première régate opposant les Defenders américains a en effet été remportée par America Cube, le bateau du milliardaire texan Bill Koch, vainqueur, je le rappelle, de la Cup 92, et qui a constitué un équipage 100% féminin. De quoi faire rentrer sous terre ou sous la mer tous les machos qui peuplent le petit monde de la voile. Victoire d'autant plus savoureuse que le barreur humilié par cet équipage féminin, Denis Conner, avait lors de l'entraînement sérieusement mis en doute leur féminité et encore, je reste poli. À l'heure de l'apéritif, il est temps de songer à sortir les glaçons. À Moulins, dans l'Allier, c'est dans un bac rempli de glace pilée qu'un homme de 64 ans est resté près d'1 heure aujourd'hui. Cet homme, qui n'a pas froid aux yeux et au reste, professeur de yoga, avait organisé cette performance au profit de l'association Handisport. Reportage Françoise Vallée. On le disait givré, il a gardé la tête froide et s'est concentré. Maurice Daubard, 64 ans, a décidé de rester 1 heure quasiment nu dans un cube de glace pilé à -6 degrés. L'homme n'a pas froid aux yeux, vu son âge, une hypothermie pourrait être fatale. Mais il a de l'expérience. Depuis 1956, il travaille sur la thermorégulation, il croit aux vertus du froid. 3 médecins, une infirmière, un électrocardiogramme, une microsonde de température, une équipe médicale surveille. Au bout de 20 minutes, Maurice grelotte, ça jette un froid dans la salle. Ses amis viennent le réconforter, il trouve le temps long. Si ça continue, il va s'enrhumer. Il est bien, il supporte tout à fait étonnamment. Sa température centrale baisse, mais son rythme cardiaque est très bon. Au bout de 54 minutes et le temps de le dégager, Maurice Daubard est libéré. 700 personnes sont venues le soutenir.
Les fonds récoltés sont pour l'association Handisport dirigée par son ami. C'est lui qui compte. Super. C'est fantastique. Bien au chaud chez vous, vous allez désormais pouvoir visiter le Louvre en pantoufles, et cela grâce à votre ordinateur. À l'occasion de la réunion à Cannes du MILIA, le salon consacré à l'édition électronique, la réunion des musées nationaux et Montparnasse Multimédia proposent en effet la visite interactive du plus grand musée du monde, le tout pour 399 francs. Suivez le guide Patricia Charnelet. Avec ce petit disque compact de 12 cm de diamètre qui contient du texte, des sons et des images, un pari fou a été réalisé. Faire entrer l'histoire et les peintures du Louvre dans votre ordinateur. De la forteresse de Philippe Auguste au Grand Louvre actuel, vous découvrez chaque étape du palais, illustrée par les biographies des souverains et des architectes. 15 personnes ont travaillé pendant 8 mois pour réaliser ce CD-ROM. Malgré cette richesse de contenu, il a fallu opérer une sélection. Sur les 6000 tableaux du Louvre, 100 ont été retenus, représentant toutes les écoles. Deux constructions pyramidales rythment l'œuvre. À gauche, sous la voile de fortune, c'est la pyramide de l'adversité et des vents contraires. Celle de droite dessine une courbe plus optimiste. Elle commence avec le cadavre tenu par le vieillard en deuil de son fils, mais sa ligne suit la masse des rescapés entremêlés pour trouver son sommet dans le chiffon rouge, symbole de l'espoir d'un prochain sauvetage. Les CD doivent permettre de mieux comprendre, de mieux faire comprendre les œuvres d'art et de donner des possibilités que seul l'ordinateur peut offrir, comme par exemple des possibilités de zoom, des possibilités d'interactivité, de navigation dans un musée et de contrôle par l'utilisateur. Vous pouvez donc explorer véritablement chaque tableau, en étudier chaque détail. Demain, lorsque les techniques de compression s'amélioreront, on vous proposera le double et même le triple d'œuvres. Mais déjà, avec ce CD-ROM-là, il vous faut 4 à 5 jours pour tout voir. C'est un voyage virtuel, fascinant, à faire avant ou après la visite réelle du musée. Voilà, je vous signale que d'autres CD-ROM consacrés au musée d'Orsay ou encore au Palais de Versailles vont très prochainement sortir. Et puis toujours au MILIA à Cannes, France Télévisions a annoncé également la sortie très prochaine de 2 nouveaux CD-ROM. Tout le cinéma français, une sorte d'encyclopédie exhaustive du cinéma français par définition, et les Jeux du Chat Perché, un jeu de piste interactif dans l'univers des contes de Marcel Aimé. À l'occasion de la célébration du centenaire du cinéma, je vous signale cette initiative de la Fédération nationale du cinéma français, ce ticket du siècle qui vous sera remis demain à tous les téléspectateurs, les spectateurs dans les grandes salles pour l'achat d'une place normale. Ce ticket donnera droit à une entrée supplémentaire gratuite, valable pour n'importe quel film et dans n'importe quelle salle de France et de Navarre toute l'année 95. Et en plus, pour le prix, vous sera remis un petit fascicule vous racontant les petites histoires de 100 ans de cinéma. Théâtre ce soir sur France 2 avec une affiche tout à fait prestigieuse, Daniel Darieux et Jacques Dufilot. Après Les Enfants de la télé, vers 23h40, vous retrouverez Le Dernier Journal, présenté ce soir par Sophie Jouve. Demain, je vous le rappelle, c'est Dominique Voynet, candidate écologiste à l'Élysée, qui sera l'invité de l'heure de vérité à midi sur France 2. Dans un instant, la météo, signée ce soir Isabelle Martinet, nuages au nord, soleil au sud. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée, merci.